Notre invité politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Ça fait beaucoup de sujets à voir avec vous. On voit ça dans quelques instants. Le temps de présenter Julien Lécuyer. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. Julien de la Voix du Nord qui représente évidemment la presse régionale dans cette émission. On commence avant de parler de vos dossiers sur le gouvernement qui poursuit donc ses discussions sur le budget. Jusque tard hier soir, il y avait une réunion avec les partis de gauche hors LFI. Est-ce que vous êtes favorable à une suspension de la réforme des retraites pour trouver un accord de non-censure avec la gauche? Je veux d'abord dire de quoi il est question, parce qu'on n'a pas de budget aujourd'hui. Je ne connais pas quelqu'un sur le terrain qui ne soit pas furieux. Je pense notamment à nos élus locaux. Vous savez que c'est la saison des vœux. Moi, je suis une élue du Pas-de-Calais, donc je rencontre beaucoup de maires en ce moment qui ne soient pas furieux de cette situation, parce que l'absence de budget, c'est un poison lent. Et dans mes politiques, moi, je le vois tous les jours. Je ne sais pas, par exemple, comment je vais être capable de payer ma prime rénov'. On n'a toujours pas trouvé la façon juridique de le faire. Donc, c'est un arrêt des politiques publiques qui est absolument terrible. Et donc, il faut qu'on puisse avancer. Et donc je des pense, compromis. Et pour avancer, il faut des compromis. Et la porte est ouverte, la main est tendue. C'est très clair. Et donc, sur la réforme des retraites, bien sûr qu'on est prêt à avancer. Mais on est prêt à avancer de manière à ne pas reculer sur une chose qui est essentielle, qui est le financement des retraites. Parce que je rappelle que cette réforme de retraite, elle visait une chose, sauver notre système de retraite. Un système de retraite qui n'est pas financé, ça veut dire qu'un jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché du travail, il sait d'emblée qu'il n'aura pas de retraite à la sortie. Mais la suspension, Madame la Ministre, la suspension, est-ce que vous pensez que c'est une manière d'adoucir les choses et de permettre tout simplement d'atterrir sur le budget? Mais nous, ce que nous proposons, c'est d'ouvrir des discussions. Sans suspension. Ça veut dire quoi, suspendre? Il faut une loi. Donc il faut pouvoir voter. Donc on commence par voter une loi avant d'avoir fait le projet de loi de finances. Non, c'est de dire on met en suspens à l'heure actuelle ce qui devait passer et on attend la fin des discussions. Julien Lécuyer, moi je suis quelqu'un de responsable. Je suis une femme politique. On doit trouver un budget rapidement. On doit permettre aux Français de vivre normalement. On doit répondre à leurs questions. C'est tout ce qu'ils demandent, qu'on réponde à leurs questions. Mais juste, vous êtes prêt à aller jusqu'où sur la réforme des retraites? Vous dites la ligne rouge, c'est le financement. Est-ce que si vous trouvez d'autres sources de financement... La ligne rouge, c'est pas le financement. La ligne rouge, c'est de sauver notre système de retraite. La ligne rouge, c'est de ne pas trahir les jeunes générations en les mettant dans une situation où ils n'ont pas de retraite. Et ça, c'est une ligne rouge, je pense que tout le monde partage. Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur les 64 ans si d'autres sources de financement sont trouvées? Mais je pense, encore une fois, que la porte est ouverte et la main est tendue. Donc, y compris sur cette question des 64 ans. Il n'y a pas de tabou sur la réforme des retraites. Par contre, les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. Nous sommes dans un déficit majeur. La population vieillit. J'enfonce une porte ouverte. La population vieillit en France. Et donc, là où, il y a 40 ans, on finançait en moyenne 13 ans de retraite, aujourd'hui, c'est quasiment le double. Et la démographie française, c'est qu'on fait moins de bébés en France, donc moins de jeunes capables de financer le système de retraite de leur aîné. Et donc, ce sujet-là, il est sur la table, et c'est l'intérêt des Français qu'on le prenne sérieusement. À partir du moment où on le prend sérieusement, je pense que nous n'avons pas de tabou. Est-ce qu'en touchant à cette réforme des retraites, vous ne risquez pas de perdre sur la droite ce que vous pourriez gagner sur la gauche? Mais parce que vous pensez qu'à droite, on aurait des oppositions sur le fait d'avoir un système de retraite équilibré et qui résulte d'une négociation avec les organisations. Sur le fait de revenir sur la réforme des retraites. Qui résulte d'une négociation avec les organisations professionnelles. Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, à condition que la négociation se fasse de bonne foi. Vous pensez que dans votre majorité chez l'LR, tout le monde acceptera de revenir sur la réforme des retraites? Je pense que les députés que j'entends, et j'ai été beaucoup au contact des députés, non seulement de gauche, mais également LR, ne peuvent pas contester une réforme des retraites qui réponde à cet enjeu de responsabilité vis-à-vis des jeunes générations, mais également d'équité entre ceux qui ont eu des métiers pénibles par rapport à ceux qui, peut-être comme nous, ont des métiers un peu plus confortables, qui ne nous usent pas prématurément, physiquement. Ça, je pense que tout le monde le partage. La question aussi de l'égalité des femmes. On sait que les femmes, aujourd'hui, ont des retraites qui sont inférieures de 40% aux hommes. Personne ne peut se satisfaire de ça. Donc, ces sujets-là, ils étaient très largement partagés à l'Assemblée nationale. Donc,
on le met sur la table, on a des organisations professionnelles qui sont aussi responsables, et avançons ensemble. Et si on a cet esprit-là de co-construction et de responsabilité, on y arrivera. Si des gens veulent faire de la petite politique, bien sûr qu'on n'y arrivera pas, mais ça ne sera pas dans le sens de l'intérêt des Français. Allez, on passe à un autre sujet, Julien. Oui, en fait, on va rester dans ce sujet, puisqu'on a parlé du budget de votre ministère, et de fait, on a besoin de savoir désormais si vous avez des garanties sur le maintien de votre budget, sur les moyens qui seront alloués à la transition écologique. On a beaucoup de doutes, puisque le budget Barnier prévoyait des coupes dans la transition écologique. Moins pour la prime Rénov', moins pour les aides à l'achat des véhicules électriques. Où est-ce qu'on en est actuellement ? Alors, moi, je vais être très claire. Les difficultés financières dans lesquelles nous sommes n'enlèvent rien à l'urgence écologique. Je me suis exprimée très clairement sur ce sujet-là il y a plusieurs mois. J'ai obtenu dans le gouvernement Barnier des améliorations significatives du budget. Je pense au budget décarbonation de l'industrie. Je pense à ce que j'ai obtenu sur ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Pour être très concrète, c'est tout ce qui va nous permettre de financer des travaux pour protéger les gens contre les inondations, contre les incendies, etc. Ça, c'est très concret. On a un dérèglement climatique, on a des impacts climatiques majeurs. Il faut protéger les Françaises et les Français. Donc, ces garanties-là, ou ces avancées-là, je souhaite les conserver. Juste préciser une chose, nous n'avons pas de diminution sur ma prime Rénov', nous avons une augmentation aujourd'hui par rapport au crédit consommé l'année dernière. Ça fait partie d'1 milliard dans la prime Rénov'. Non, c'est faux, puisque le budget que vous évoquez, il n'a jamais été donné en 2024. Donc en réalité, nous sommes quasiment au niveau du budget le plus élevé de l'histoire de ma prime Rénov'. Donc ça, et de ce fait-là, je suis tout à fait satisfaite de ce budget-là. Vous êtes confiante sur parce que finalement, rien n'a été voté dans votre budget. Est-ce que vous êtes confiante sur le fait que les avancées que vous avez obtenues sur Michel Barnier seront bien maintenus dans le budget qui va revenir au Sénat la semaine prochaine? Moi, ce que je comprends des discussions dans lesquelles nous sommes, c'est qu'effectivement, ces avancées constituent le point de départ de la discussion. Et donc, cette copie-là me satisfait. Mais est-ce que seront bien le point d'arrivée, surtout? Parce que ce qui compte, c'est pas tant le départ, c'est l'arrivée. Encore une fois, ces avancées, elles ont été discutées avec les députés et avec les sénateurs. Donc, effectivement, si on devait revenir sur le fonds chaleur, par exemple, qui est un sujet sur lequel je me suis beaucoup battue. Alors, le fonds chaleur, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu mystérieux, mais en gros, c'est un financement qui permet aux collectivités locales de mettre en place des réseaux de chaleur qui font baisser la facture de leurs habitants sur leur territoire et en même temps de baisser les émissions de CO2. Donc, c'est une mesure qui est particulièrement utile pour le pouvoir d'achat et pour l'écologie. Et en plus, ce sont des travaux qui se font en France avec des entreprises françaises. Donc on est gagnant sur tous les tableaux. Donc effectivement, s'il y avait des régressions sur ce type de dossier, je crois que ce serait absolument incompréhensible. Et est-ce que vous avez aussi des assurances sur l'évolution de ce qu'on appelait la fiscalité verte? Alors, d'abord, sur la fiscalité de l'électricité, les décisions sont prises, et elles sont prises dans le sens que j'avais poussé, c'est-à-dire le fait de ne pas surtaxer l'électricité. Là aussi, ça aurait été incompréhensible pour les Français. Les Français payent une facture d'énergie qui est très importante. Non seulement on imaginait de revenir à la fiscalité d'avant la crise, mais en plus on voulait en remettre une louche. Je pense que ça, c'était pas acceptable, ce d'autant que l'électricité française, elle est nucléaire, elle est renouvelable, elle est donc décarbonée. Nous sommes un des champions du monde de l'électricité décarbonée et elle est produite en France avec des entreprises françaises. Donc là encore, on est totalement gagnant. Ça veut dire que excusez-moi de revenir, parce que l'électricité, ça concerne beaucoup de gens sur leurs factures. Ça veut dire qu'on va quand même réussir là aussi à garder quand même une facture d'électricité cohérente, sans augmentation dans les mois prochains. C'est même une diminution de la facture. Au 1er février de cette année, le tarif réglementé va baisser de 14%. C'est pas l'épaisseur du trait, 14%. C'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une baisse qui intervient après des hausses successives. Donc, mais moi, je veux le dire, j'ai beaucoup tenu à ce qu'effectivement, on ait une baisse de la facture d'électricité parce que c'est un enjeu
absolument prioritaire pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français et pour les entreprises, pour leur compétitivité. Quand je parlais de fiscalité verte, on a entendu dire aussi que François Bayrou serait favorable au maintien d'une hausse des taxes sur les billets d'avion, vous le confirmez ? Moi, je soutiens cette taxe sur les billets d'avion. D'abord, tout le monde en France ne prend pas l'avion. L'aviation est un des facteurs d'émissions de CO2 importants. Pas le seul, mais c'est un facteur d'augmentation des émissions. Le secteur dit que ça risque aussi de provoquer une crise, crise de leur secteur, de leur filière. Ça veut dire qu'en fait, sur un billet d'avion, et en particulier en classe affaires, on risque d'avoir des augmentations de quelques dizaines d'euros. Voilà. Donc je pense qu'en termes d'équité de répartition de l'effort, c'est tout à fait acceptable. Et à un moment, il faut être un peu cohérent si on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et je rappelle que baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est lutter contre des aléas climatiques, enfin contre des catastrophes climatiques qui vont nous coûter très cher, qui mettent en danger les populations et qui sont susceptibles d'impacter fortement notre pouvoir d'achat. Donc, à un moment, soit on agit, soit on fait rien. Moi, je suis dans le camp de ceux qui agissent. Juste une dernière question sur l'adaptation au changement climatique. La hausse de la fiscalité sur les très hauts revenus semble s'éloigner, parce qu'il y a des difficultés même au niveau juridique pour le rattraper dans le budget, exactement. Budget 2025. À partir du moment, et c'est un des effets, encore une fois, pas de budget au 1er janvier, eh bien, il y a une partie des mesures qu'on ne peut pas mettre en œuvre en 2025. Rétroactif. Sauf que ça devait participer, je crois, au financement de l'adaptation au changement climatique. Ma question, en fait, elle revient surtout à ça, c'est de savoir, est-ce que la France aura les moyens de cette adaptation climatique ? Alors non, puisque vous savez que les recettes ne sont pas affectées à des dépenses et que le budget que je suis allée négocier dans le gouvernement Barnier a été augmenté de 30% sur l'adaptation au changement climatique. 30% parce que précisément, les besoins sont en train d'augmenter et ce budget, il est calibré pour répondre à cette augmentation de besoins. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes également ministre de la Pêche. Est-ce que d'abord vous nous confirmez la fermeture du golfe de Gascogne dans les prochains jours pour notamment protéger les dauphins ? Alors, oui, je vous le confirme, mais je vais peut-être expliquer de quoi il retourne à ceux qui nous écoutent. De quoi s'agit-il ? Depuis plusieurs années, on a constaté l'arrivée sur nos plages de dauphins morts. Et je ne parle pas de 3 dauphins, je parle de milliers de dauphins qui s'échouaient sur nos plages, sur ce qu'on appelle le golfe de Gascogne. Alors, là aussi, en fait, ça part de l'Espagne et ça va jusqu'à la pointe de la Bretagne. Donc c'est une surface, c'est très large comme façade atlantique. On a été condamnés pour ça, puisque le dauphin est une espèce protégée. Et le risque était fort sur le maintien des dauphins dans cette zone. On a pris le taureau par les cornes, mes prédécesseurs ont pris le taureau par les cornes. Ils ont travaillé avec les scientifiques, avec les pêcheurs, sur la fermeture du golfe de Gascogne, 1 mois, pour 300 bateaux, qui évidemment étaient indemnisés. Au bout d'1 an, on a fait la mesure de cette action, de ce dispositif. On a diminué par 4 le nombre de dauphins morts sur nos côtes. Donc, ça marche. Donc, effectivement, je vous confirme que j'ai décidé de prolonger ce dispositif comme cela avait été envisagé initialement 2 ans, non seulement cette année, mais l'année prochaine, que nous allons évidemment indemniser, et l'indemnisation, je vous l'annonce, c'est 20 millions d'euros d'enveloppe mobilisée pour indemniser les pêcheurs et indemniser aussi ce qu'on appelle l'aval de la filière, parce que vous avez des gens qui travaillent derrière les pêcheurs, et c'est important qu'ils ne soient pas sans solution. Et donc c'est plus que l'enveloppe précédente, si je ne me trompe pas. C'est un peu plus, en tout cas, on sécurise les moyens, ça c'est clair. Et dernier point, nous allons surtout, parce qu'un pêcheur, il est là pour pêcher. Et moi, je ne suis pas de ceux qui veulent empêcher les gens de faire leur travail. Donc, le plan que nous avons doit permettre, dans les semaines qui viennent, de mettre en place un certain nombre d'équipements, des caméras, de ce qu'on appelle des effaroucheurs, c'est-à-dire que pour éloigner les dauphins des bateaux de pêche lorsqu'ils sont en opération, d'autres systèmes, je ne rentre pas dans le détail, l'idée étant de prouver que ces systèmes fonctionnent dans les 2 ans qui viennent, et donc de faire la démonstration que nous sommes capables d'avoir à la fois une activité de pêche
qui n'empêche pas les dauphins d'évoluer dans le golfe de Gascogne et de concilier la pêche et la préservation des dauphins. Donc nous faisons ça avec les pêcheurs et avec les scientifiques. Juste pour qu'on soit bien clair sur les dates, ce sera bien du 20 janvier au 22 février. C'est du 22 janvier au 20 février, c'est l'inverse, la fermeture. Ce sera donc reconduit à peu près à la même période l'année prochaine, en 2026 ? Les dates sont intangibles, 22 janvier, 20 février. Même pour l'année prochaine. Vous parlez d'une indemnisation de 20 millions. Est-ce que ça veut dire que les 300 pêcheurs dont vous parlez, en gros, ceux qui ont des bateaux de pêche de plus de 8 mètres, ils seront intégralement compensés de leurs pertes ? Les pêcheurs sont compensés à hauteur de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'a priori, ils sont assez largement compensés. On peut avoir des cas particuliers et on les étudiera de manière spécifique, le cas échéant. Hein. Moi, je suis évidemment ouverte à la discussion. Mais pour vous donner une idée, par rapport à la même situation, les pêcheurs espagnols sont compensés à hauteur de 46% du chiffre d'affaires. Donc, moi, j'assume de faire cet effort important de compensation de nos pêcheurs. On connaît la situation de nos pêcheurs. On sait que la ressource halieutique diminue. On sait qu'il y a de la concurrence parfois déloyale, en tout cas très forte, sur nos zones de pêche. Donc, il faut être derrière eux et les accompagner. Parce que vous les entendez, évidemment, ces pêcheurs, ils contestent cette mesure. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour protéger les espèces ? C'est notamment ce qu'ils demandent. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à d'autres solutions ? Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec eux sur son plan. Je poursuis ce plan qui a fonctionné. Encore une fois, on a divisé par 4 le nombre de dauphins échoués, donc ça marche, il n'y a pas de doute. Et ensuite, tout le travail qui est devant nous, et il faut aller très vite, et il faut vraiment le faire avec beaucoup de rigueur, avec les scientifiques et avec les pêcheurs, c'est de mettre en place ces équipements qui permettent d'éloigner les dauphins des bateaux et qui permettent effectivement aux pêcheurs de continuer leur métier. Moi, je comprends complètement leur frustration de ne pas pouvoir faire leur métier. Et ce n'est pas le sens de mon action. Moi, je suis là pour que les agriculteurs puissent travailler, pour que les pêcheurs puissent travailler, mais avec des règles du jeu qui permettent de concilier environnement et activité économique. Il y a d'autres pêcheurs qui vous attendent avec impatience. Ce sont les pêcheurs boulonnais, chez qui vous allez demain. Très tôt, d'après ce que j'ai cru comprendre. Président du comité régional des pêches des Hauts-de-France, c'est un peu offusqué il n'y ait pas de ministère dédié à la pêche. Il a eu des mots assez durs sur le sujet, souvent lié au fait qu'il n'est pas très rassuré sur le fait que déjà il n'y ait pas une permanence dans les ministères. Et surtout, à savoir quelle va être vos positions vis-à-vis de la Grande-Bretagne. On sait qu'il y a une clause de revoyure du Brexit. Il y a une forte concurrence avec les pêcheurs anglais, souvent très agressifs dans notre zone littorale. Qu'est-ce que vous comptez leur dire à ces pêcheurs ? Alors moi, je vais être très claire. J'ai négocié au niveau européen des dossiers difficiles comme le nucléaire face, par exemple, à l'Allemagne, et j'ai gagné. Et négocier au niveau européen, je pense avoir un petit peu d'expérience sur le sujet. D'autres textes, j'ai également porté un certain nombre d'autres textes. Donc, évidemment, dès maintenant, je souhaite travailler sur la préparation de cette négociation sur le Brexit qui a vocation à se passer, à se dérouler pour 2026. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence dès maintenant. Je serai à Bruxelles à la fin du mois et je rencontrerai les commissaires en charge de ces sujets, à la fois le commissaire de la pêche, mais également d'autres commissaires, parce que vous savez que dans les décisions qu'on prend, dans la négociation du Brexit, il n'y a pas que les sujets de la pêche. Donc il faut trouver les contreparties, il faut trouver les éléments qui permettent de dire on sera très fort sur la pêche, mais on peut échanger ça contre quelque chose. Donc, il faut chercher, il faut travailler ça tout de suite. Et puis, j'ai déjà passé 4 heures avec le comité national des pêches et son bureau, avec le président du comité des pêches et son équipe rapprochée, pour travailler ces sujets-là. Moi, je le serai absolument intraitable sur le fait de défendre les intérêts de la pêche française vis-à-vis du Royaume-Uni et de faire en sorte que la Commission européenne prenne en compte ces intérêts de la manière la plus
rigoureuse possible et n'en considère pas que c'est un élément secondaire de la négociation. Non, c'est un élément central de la négociation. Ils vont vous interpeller aussi sur les aides au carburant, sur le renouvellement de la flotte, sur l'abondance administrative, puisque eux aussi, un peu à l'instar des agriculteurs, sont touchés par ce léviathan administratif, comme on a l'habitude de l'appeler. Là aussi, est-ce que vous avez des choses à leur dire ? Alors, sur le renouvellement de la flotte, c'est un sujet très important et je le prends d'autant plus à cœur que c'est un sujet de compétitivité, mais aussi de confort pour les pêcheurs. On a des flottes qui sont en train de vieillir et c'est un sujet de décarbonation et donc de baisse des émissions. Donc c'est une façon, là encore, d'être au cœur de ce que je porte dans mon portefeuille, c'est-à-dire une écologie qui soit économiquement viable et une économie qui soit environnementalement responsable. Nous avons, avec les énergies marines renouvelables, une source de recettes qui va augmenter. Le sujet est aujourd'hui comment on met en place une tuyauterie, donc les éoliennes marines, comment on met en place une tuyauterie pour que les recettes qui viennent des éoliennes marines arrivent bien vers les pêcheurs et permettent de financer le changement de bateau, l'investissement dans les bateaux. Et ça, je crois que c'est un sujet prioritaire et je souhaite m'y investir très vite. Très bien. Question également sur, vous avez récupéré le portefeuille des forêts, alors qui était historiquement rattaché à l'agriculture. Alors c'est vrai que là aussi ça a fait réagir puisque les acteurs de la filière bois notamment se sont posé la question du sens à donner à cette décision du Premier ministre. Est-ce à dire qu'on n'a plus de vue sur l'économie ? Mais je vais le dire de manière très claire. Ceux qui essayent de vous faire croire que l'écologie est un sujet de papillons et de dauphins n'ont rien compris à ce qu'est l'écologie. L'écologie, aujourd'hui, c'est un sujet de souveraineté, parce que lorsqu'on diminue l'accès aux ressources naturelles, on a un problème de souveraineté. Si on n'a plus d'énergie, si on n'a plus d'eau, si on n'a plus de matériaux de construction, si on n'a plus de ressources alimentaires, si on n'a plus de ressources de poissons, c'est un problème de souveraineté. C'est un problème d'économie et d'emploi. 80% des emplois en France sont liés à un titre ou à un autre à la nature. Toute la filière de l'industrie agroalimentaire, si vous ne produisez pas, elle n'est pas capable de travailler. Toute la filière de la pêche n'est pas capable de travailler s'il n'y a plus de poissons. Toute la filière du bâtiment a besoin d'un certain nombre de matériaux qui sont présents dans la nature. Donc cette vision éculée de l'écologie doit complètement être renversée et je veux porter ça. L'écologie, elle doit être envisagée sous un angle où nous continuons à protéger les Françaises et les Français, leur emploi, leur activité, en permettant à nos activités d'être dans un environnement stabilisé. Donc, pardon, une dernière question, Julien, puisqu'aujourd'hui marque les 10 ans. Et donc, pour revenir sur la forêt, moi, là aussi, j'ai passé 2 heures avec la filière bois-forêt il y a le 2 janvier ou le 3 janvier, donc c'est vous dire que si je les ai reçus rapidement, pour les rassurer. C'est-à-dire que, précisément, si on n'a pas une gestion durable des forêts, eh bien, on risque de mettre à mal notre économie du bois et de la forêt. Une dernière question, Julien, parce que je le disais, aujourd'hui marque les 10 ans de l'attaque terroriste contre l'hypercachère. Oui, il y a 10 ans exactement, qui causait la mort de 4 personnes. Environ 1500 actes d'antisémitisme ont été commis en 2024, un chiffre qui a été arrêté au 30 novembre. C'est autant qu'en 2023, année qui avait connu déjà une explosion. Votre collègue Aurore Bergé, ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, a dénoncé ce phénomène de société, attisé, dit-elle, par une gauche dévoyée. Vous êtes d'accord avec elle ? Écoutez, sur ce sujet-là, oui, je suis totalement d'accord avec elle. C'est-à-dire que moi, je trouve insupportable de créer une sorte d'ambiguïté autour de la communauté juive en donnant le sentiment qu'il serait responsable de choses qui se passent à des kilomètres de la France. Et cette espèce de multiplication de faits antisémites est terrifiant. Moi, je souhaite qu'on soit intraitable dans la façon dont nous luttons contre l'antisémitisme. Intraitable. C'est un fondement de notre République que de protéger toutes les Françaises et les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur
couleur de peau, quelle que soit leur origine. Et donc, à chaque fois qu'on attaque quelqu'un au nom d'une particularité quelconque, sa religion, sa couleur de peau, son origine, on attaque la République. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Votre interview est à retrouver en podcast désormais sur notre site internet. Et la une de La Voix du Nord, Julien, malheureusement, c'est un nouveau féminicide. Oui, à Aumont, avec un hommage donné hier à la victime. C'est à lire dans La Voix du Nord. On va revenir sur notamment l'attaque de l'Hypercacher tout de suite dans le club des territoires.